Au cours du siècle dernier, en nous plongeant dans l'infiniment petit, nous avons découvert un type de réalité aussi insensé que ne l'est une poule insomniaque en pleine montée de LSD. Et les pensées des physiciens qui les premiers ont étudié cette portion de l'univers pourraient se résumer en 4 mots, à savoir « c'est quoi ce bordel ?» Il faut dire que le cocktail explosif d'événements plus contre-intuitifs les uns que les autres que nous y avons trouvé a de quoi vous retourner le cerveau. Jugez plutôt. Dans l'infiniment petit, les choses peuvent être à plusieurs endroits à la fois. Observer une expérience peut en changer le résultat. Les notions de position, d'objet et de temps y volent en éclats. Et même si la physique dite quantique, mise au point par les chercheurs qui ont passé leur vie à étudier ces règles et ces lois, est capable de décrire et prédire le comportement de la matière dans l'infiniment petit avec une précision effarante. Dans le fond, il faut bien être honnête, personne n'y comprend rien. Enfin, personne ne sait ce que ces découvertes nous disent précisément de la nature de la réalité. Et face à ce constat un peu frustrant, certains des plus grands esprits de notre espèce ont commencé à échafauder des interprétations possibles de ces folles expériences. Je préfère tout de suite vous prévenir. Ce voyage qui va vous emmener escalader des édifices n'est pas sans risque pour votre cerveau. Beaucoup de ce qui va suivre risque même de vous paraître difficilement acceptable. Car nous allons visiter des paysages plus fous et désarçonnants les uns que les autres, où parfois ouvrir une simple boîte suffit à déclencher un nouvel univers. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que, partenaires de cordée, on va tomber et se relever ensemble. Et qu'une fois arrivé au sommet de ce voyage halluciné, la vue sera aussi grandiose que vertigineuse. Et avant de rentrer dans le dur avec des expériences qui vont nous faire passer à travers les murs, permettez-moi de remercier le partenaire de cette grosse vidéo, NordVPN, qui est de loin le plus rapide et le plus sûr VPN du marché, puisqu'il s'accompagne d'une protection anti-menace intégrée, d'un agent de cybersécurité qui reste actif même lorsque votre VPN est en sommeil, et avec qui vous disposez d'un garde du corps numérique qui vous permet d'évoluer sur le net en toute sécurité. Cette protection anti-menace des plus coriaces, c'est votre bouclier et votre filet de sécurité qui se charge de bloquer les sites web frauduleux, les téléchargements de fichiers malveillants, vous protège contre le phishing et met un coup d'arrêt au tracker web qui collecte vos données. Et tout ça est disponible sur jusqu'à 10 appareils simultanément pour à peine le prix d'un café par mois. C'est clairement pas cher pour couvrir ses arrières. Actuellement, en passant par nordvpn.com/baladementale, pour tout abonnement de 2 ans, vous bénéficiez également de 4 mois d'abonnement gratuit. Et comme toujours, c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Pour ça, un grand merci à eux. Et sur ce, revenons à notre sujet que l'on va doucement commencer à escalader en s'assurant de poser quelques bases solides grâce à la fabuleuse expérience des doubles fentes, qui, à elle seule, résume toute l'étrangeté de l'infiniment petit. Si vous la connaissez déjà, c'est l'occasion de se rafraîchir la mémoire en faisant chauffer ses neurones. Sur le papier, cette expérience est on ne peut plus simple. Vous avez une source qui peut envoyer de la lumière ou des particules quantiques, telles que des électrons, en direction d'une plaque percée de 2 fentes verticales. Et derrière cette plaque, on a placé un écran, un mur qui permet d'enregistrer la position des impacts, l'endroit précis où les particules vont s'écraser. Si votre source est un laser, alors l'onde lumineuse passe à travers les 2 fentes en même temps. Et une fois celle-ci traversée, elle se divise en 2 ondes secondaires qui se mettent à interférer entre elles, comme le font des ondes qui se rencontrent à la surface d'un lac, et dont les crêtes et les creux se renforcent ou s'annulent en fonction de la façon dont elles se croisent. Si bien que sur l'écran apparaît un étrange motif, une sorte de code-barre psychédélique, fait d'alternance de bandes claires et sombres. Jusqu'ici, rien de très perturbant. Ces motifs d'interférence nous montrent simplement la nature ondulatoire de la lumière. Profitez bien de ce moment. C'est peut-être le seul qui va vous sembler logique et cohérent pendant un bon moment. Car maintenant, si on réalise la même expérience, mais qu'au lieu d'envoyer des rayons de lumière à l'aide d'un laser, on propulse des particules, telles que des électrons, alors le monde va basculer dans l'étrange. Déjà, on peut anticiper ce qu'on s'attend à trouver. On est d'accord que si l'on tire sur ce mur percé de 2 fentes à l'aide d'une mitrailleuse propulsant de petites billes,
On devrait observer de l'autre côté des points d'impact distribués un peu n'importe comment, en fonction des angles de tir. Sauf que ce n'est absolument pas ce qu'on observe aux échelles de l'infiniment petit. Car à mesure que de plus en plus d'électrons viennent les uns après les autres s'écraser sur le mur, les choses commencent à devenir fichtrement bizarres. Car leurs impacts vont dessiner progressivement le même motif d'interférence que l'on obtient avec de la lumière, alors que l'on a envoyé les unes après les autres des particules qui sont bien matérielles, qui ont une masse. Ce qui signifie que chaque électron s'est tout au long du trajet comporté comme une onde, qui est passée par les deux fentes à la fois, s'est divisée, a interféré avec elle-même sur le trajet, et en impactant le mur, s'est transformée en particules. Je le redis pour vous, mais aussi beaucoup pour moi. Les électrons ont été envoyés un par un. Et pourtant, chacun d'entre eux s'est comporté comme une onde et passé par les deux fentes à la fois avant d'interférer avec lui-même pour finir par aller s'écraser sur le mur sous forme de particules à un endroit bien précis. Et là où l'étrangeté va encore monter d'un cran, c'est que si l'on cherche à savoir quel chemin chaque électron emprunte, et que l'on installe un petit détecteur au niveau des fentes pour savoir par laquelle il passe, alors comme par magie, on voit bien les électrons passer par l'une ou l'autre des fentes, et au niveau de l'écran final, le motif d'interférence disparaît. Comme si le fait de chercher à savoir par où les électrons passent les obligeait à adopter un comportement de particules. Comme si le simple fait d'observer le monde le forçait à prendre une décision. Et ça, c'est une véritable bombe. Dans l'infiniment petit, le simple fait d'observer modifie le résultat final de l'expérience. Poser une question, c'est en changer la réponse. Honnêtement, j'ai beau être familier avec le résultat de cette expérience, à chaque fois que je m'y replonge, mon bon sens finit en PLS. Et là, j'imagine que comme moi, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander par quelle fente passe l'électron au final? Eh bien, la réponse à cette question est ce n'est pas la bonne question. L'électron ne passe ni par une fente, ni par l'autre, ni par les deux en même temps. Il explore simultanément toutes les trajectoires qu'il peut potentiellement prendre. Et le chemin finalement emprunté dépend de ce que l'on choisit d'observer. Autrement dit, à l'échelle de l'infiniment petit, tant qu'on ne le regarde pas, l'univers explore toutes les options possibles. Mais dès qu'on l'observe, il semble choisir. Ce n'est pas juste qu'on découvre quelque chose, on crée ce qui est en intervenant. Rassurez-vous, c'est complètement normal si vous avez mal au crâne et que votre cerveau vous hurle de refuser le résultat de cette expérience. L'inverse serait d'ailleurs inquiétant. La plupart des physiciens considèrent qu'il est plus facile d'affronter une pieuvre à un concours de claquettes que de comprendre les significations profondes des phénomènes que cette expérience met à jour. Car ceci touche au cœur des bizarreries qui règnent en maître dans le royaume de l'infiniment petit. Dans le monde macroscopique dans lequel nous évoluons, les objets ne peuvent emprunter qu'un chemin à la fois. Mais aux échelles quantiques, les choses sont différentes. Une particule, quelque chose que l'on a coutume de se représenter comme ayant une consistance matérielle et une position bien précise, peut emprunter en même temps plusieurs chemins, se comporter comme une onde et comme une particule. On est d'accord, ça reste difficile à digérer. Pourtant, cette expérience a été refaite des milliers de fois, avec des photons, des électrons, des atomes, et même dans des conditions très bien contrôlées avec des molécules comprenant des centaines d'atomes. Et à chaque fois, le même phénomène se produit. Et ce faisant, les physiciens ont bien été obligés d'admettre qu'il existe un monde fait d'objets impossibles à suivre à la trace, et qui ne peuvent être décrits que sous la forme d'ondes de probabilité de présence. Un monde d'objets qui ne préexistent pas à notre regard, mais se construisent avec lui. La physique quantique, c'est un tour de magie où c'est le chapeau qui choisit ce que vous allez y trouver au moment où vous regardez dedans. Résumons les grandes claques que cette expérience nous balance. L'électron, comme toutes les autres particules, ne se comporte pas comme de minuscules billes avec une position et une vitesse bien nettes, mais comme des fonctions d'onde, des nuages de probabilité, des bulles de brouillard et de possibilités, au sein desquelles la matière est dans une superposition d'états, ici et là en même temps. Et lorsque l'on tente de poser les yeux dessus, de la mesurer, la fonction d'onde s'effondre et l'électron passe de nuages diffus de probabilité
à un point extrêmement bien localisé. En d'autres termes, tenter de débusquer la matière, c'est se lancer dans un jeu de cache-cache avec un joueur qui n'existe pas jusqu'à ce que vous le trouviez. Je sens qu'il pleut un peu dans vos têtes. Ne partez pas, n'abandonnez pas maintenant, vous allez voir, c'est fascinant. Et si je m'y prends pas trop mal, une fois certaines idées acceptées, elles devraient s'installer dans votre esprit, y planter la tente et y rester un bon moment. En fait, tout se passe comme si, aux très petites échelles, la réalité était une sorte de brouillon perpétuel, jusqu'à ce que l'interaction avec d'autres éléments du réel ne la pousse à publier un paragraphe, à choisir une version de l'histoire. Le prochain obstacle à franchir dans notre ascension est l'intrication quantique. Une propriété de la matière qui a fait avaler leur chapeau avec leur propre tête dedans à bon nombre de physiciens. Si vous prenez deux particules telles que des électrons et que vous les faites interagir, vous pouvez les intriquer, c'est-à-dire leur faire passer une sorte de pacte quantique qui les oblige à partager un état commun. Et là où c'est très perturbant, c'est que si ces deux particules intriquées sont envoyées dans des directions opposées, alors, même à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, elles conservent une corrélation instantanée. Si vous en mesurez une, l'autre le sait, et se comporte en conséquence immédiatement. Pas quelques instants après, pas le temps qu'une hypothétique information ait eu le temps de les connecter, mais instantanément. Einstein, qui a indirectement contribué à cette découverte, n'aimait pas du tout cette histoire d'action instantanée à distance, car elle semble violer cette règle d'airain qui nous dit que dans notre univers, rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière ne le fait dans le vide. Mais cet étrange phénomène d'intrication quantique ne contredit pas la relativité, car aucun message ne se transmet. Ce que l'on observe, c'est que deux particules quantiques peuvent former un système unique. Un seul et même objet, même si elles sont séparées par des distances immenses. Je vais m'asseoir un peu. La quantique, c'est quand l'avenir, le passé et l'intention se croisent dans une salle d'attente qui n'existe pas encore. Peut-être encore plus troublant, on a réussi à mettre au point une variante de l'expérience de la double fente, qui semble être autant une machine à remonter le temps qu'à embrouiller les cerveaux. Dans cette expérience dite à choix retardé, le principe consiste à allumer le détecteur cherchant à voir par quelle fente l'électron passe, après que l'onde soit passée par les deux fentes. Et là où ça devient carrément dément, c'est que le fait de choisir d'observer, ou non, l'endroit par lequel l'onde est déjà passée, va changer son comportement a posteriori. L'onde est déjà passée par les deux fentes lorsque l'on essaie de savoir par laquelle elle est passée. Et elle réécrit alors son propre passé en fonction de ce qu'on décide de savoir dans son présent. Autrement dit, aux échelles de l'infiniment petit, ce que vous faites maintenant peut influencer ce qui s'est passé avant. Le passé n'est pas gravé dans le marbre de la réalité. Il semble parfois attendre qu'on choisisse d'observer pour se décider. Et on est d'accord, c'est aussi facile à imaginer qu'un exercice de gymnastique intellectuelle dont l'une des figures imposerait de se réceptionner à pieds joints à l'intérieur de sa propre boîte crânienne. C'est bien aussi dingue et contre-intuitif que ça en a l'air. Dans notre monde macroscopique, le passé détermine le présent. Et votre décision de déjeuner aujourd'hui ne modifie pas ce que vous avez mangé hier. Mais dans le monde quantique, tout se passe comme si un jus de fruits pouvait ne pas avoir de goût tant que vous n'en buvez pas. Et une fois que vous y trempez les lèvres, celui-ci peut changer de fruit. Ce que cette expérience nous dit, c'est que dans l'infiniment petit, le temps n'est pas une ligne droite avec une direction préférée. Et le futur n'est pas une conséquence du passé, car les causes ne précèdent pas toujours les effets. Il existe même une cousine démoniaque de cette expérience qui va encore plus loin, en montrant que si l'on ne mesure pas directement par quelle fente la particule est passée, mais que l'on fait en sorte qu'elle laisse une empreinte de son passage, une sorte de trace stockée dans un système secondaire, alors le comportement des électrons sur le trajet et les motifs que l'on va voir apparaître sur le mur vont dépendre de ce que l'on fait de l'information stockée, que l'on n'a pas encore choisi de regarder. Si cette information sur le chemin emprunté reste accessible, il n'y a aucune interférence. Et si l'on décide d'effacer l'information après le passage des électrons, le motif d'interférence réapparaît.
C'est comme si l'univers nous disait « Tant que vous n'avez pas regardé le rapport d'enquête, le crime n'a pas encore eu lieu. » Le comportement quantique s'adapte après coup en fonction de ce que l'on choisit de ne pas savoir. Je vais de nouveau m'asseoir. Le résultat de cette expérience étant moins facile à avaler qu'une brique, je vous laisse prendre une seconde pour la digérer. Une de plus, si vous voulez. La science ne brise pas la magie, elle la révèle. Et là, il faut insister sur quelque chose que l'on peine souvent à accepter. La physique quantique, la science qui décrit le comportement des choses dans le domaine de l'infiniment petit, ne nous dit pas que nos connaissances sont incomplètes ou approximatives. Elle ne nous dit pas que ce monde est fou, mais qu'il est intrinsèquement flou. Même avec la sagesse d'Einstein et de Yoda combinée à la puissance de tous les ordinateurs du monde, vous ne pourriez pas prédire exactement où se trouve un électron avant de l'avoir observé. Et ça, ce n'est pas un défaut de connaissance ou du système. C'est le système lui-même qui nous dit « Voici une règle qui me régit. Je suis un mélange de hasard et d'apparente folie. À mon niveau, le comportement des particules est fondamentalement incertain. Chez moi, toutes les options possibles sont sur la table, jusqu'à ce que votre mesure fasse tomber le rideau de probabilité, en obligeant la fonction d'onde à s'effondrer, en figeant le flou dans une position. La physique quantique, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais précisément sur quoi on va tomber. Si vous êtes attaché à la logique, je pense que vous sentez que ça commence à gratter. D'un côté, on a la mécanique quantique, dont les équations qui décrivent avec une précision presque insolente le comportement loufoque de la matière aux très petites échelles, nous ont permis de mettre au point les lasers, les IRM, les transistors et les ordinateurs. Et de l'autre côté de cette science extrêmement performante, qui est sûrement l'un des modèles les plus précis jamais conçus par l'intelligence humaine, il y a un arrière-goût d'inachevé. Un détail minuscule, un tout petit problème, du genre à empêcher de trouver le sommeil. L'éléphant sous stéroïdes dans une boîte d'allumettes en porcelaine, c'est que la physique quantique ne nous dit absolument rien des raisons profondes qui font que le réel se comporte de façon aussi déconcertante. On sait faire danser les particules au rythme d'incertitude que l'on maîtrise, mais on ne comprend pas pourquoi elles obéissent à ces règles étranges. Que se passe-t-il lors de l'effondrement? Pourquoi les particules choisissent-elles une trajectoire plutôt qu'une autre? Et est-ce qu'elles choisissent vraiment quelque chose? À quoi ressemble le réel quand on ne tente pas de l'observer? Les particules sont-elles quelque chose avant qu'on les mesure? Et est-ce que l'observateur change vraiment le réel ou est-ce qu'il ne fait que le révéler? À toutes ces questions vertigineuses, la mécanique quantique reste muette. Elle est une boussole d'une efficacité redoutable pour se repérer sur la carte des chemins possibles, mais ne nous dit rien des reliefs que l'on traverse. C'est une science qui prédit sans savoir ce qu'elle voit. Elle ne nous parle que de la partie du réel qui veut bien se montrer à un instant T et qui dépend de la question qu'on va lui poser. Admettez que c'est philosophiquement explosif. C'est un peu comme si vous pilotiez un vaisseau hyper sophistiqué, avec un moteur précisément câblé par vos soins et qui ronronne parfaitement, sans savoir exactement quel carburant il utilise. Et c'est parce qu'ils sont frustrés par cette symphonie qui nous joue une partition parfaite, sans être capables de nous dire quoi que ce soit des instruments qui l'interprètent, que les physiciens, qui sont comme vous et moi des gens qui aiment bien savoir de quoi la réalité est faite, ont commencé à sérieusement regarder sous le capot de la machine pour tenter d'y trouver du sens, d'ajouter du récit à ces lois sans image. Ok, on est presque arrivé au sommet. Et pour y accéder, il existe aujourd'hui une dizaine de voies d'accès différentes, de grandes interprétations possibles de la physique quantique qui sont toutes en concurrence. Et chacun de ces différents scénarios vous retourne à sa manière le cerveau. Je ne vais pas tous vous les détailler, certains sont hyper techniques, je vous livre ceux qui sont les plus discutés et que je pense que vous et moi pouvons arriver à nous représenter. Commençons par l'interprétation de Copenhague, qui est un peu celle qui refuse le mal de crâne, et nous dit en gros qu'à l'échelle de l'infiniment petit, les choses ne possèdent pas de propriétés définies avant qu'on les mesure, et c'est comme ça. Il faut s'y faire. Tant que rien n'est mesuré, le monde est flou.
rempli de superpositions, de probabilités et d'états parallèles. Et puis, lorsque l'on observe, une réalité est choisie. Une indécision se transforme en résultat clair. Point. Passez à autre chose. Et vous dormirez mieux car la barrière conceptuelle entre le monde quantique et le monde classique est impossible à franchir. Cette interprétation pourrait se résumer par « ne posez pas de questions, faites les calculs, ça marche, c'est déjà génial ». Certains y voient un pragmatisme muet, d'autres un refus d'obstacles. Que devient la réalité quand elle n'est pas observée? Eh bien, rien. Ce que les entités quantiques, comme les électrons, font entre deux mesures n'est pas un mystère, c'est une absence de questions. Le réel n'est peut-être pas l'arrière-plan permanent du monde, mais un événement entre deux silences, ce qui advient quand une interaction le fait apparaître. L'interprétation de Copenhague, c'est celle qui accepte de lire un bon polar, qui à aucun moment ne vous donnera le coupable. Sauf que pour beaucoup de chercheurs, ce n'est pas suffisant. Trouver le sommeil, c'est pas l'essentiel. C'est frustré par cette interprétation qui nous dit qu'entre deux mesures, le réel est suspendu dans un état indéterminé, où tous les possibles existent en puissance, jusqu'à ce qu'on regarde que Schrödinger proposa en 1935. Une expérience de pensée qui tua une quantité effarante de chats et fit grincer les neurones de plusieurs générations de physiciens, en montrant à quel point tout ça devient absolument absurde quand on pousse la logique jusqu'au bout. L'expérience de pensée du chat de Schrödinger consiste à imaginer un chat enfermé dans une boîte, isolé de toute interférence avec le monde extérieur, et dans laquelle se trouve un dispositif contenant une particule quantique, qui, toutes les 10 minutes, a une chance sur deux de changer d'état et de déclencher un mécanisme qui va faire tomber un marteau sur une fiole de poison, tuant presque instantanément le chat. Maintenant, si l'on referme cette boîte, Schrödinger nous dit que si l'on suit à la lettre les règles de la mécanique quantique, tant qu'on ne l'a pas réouverte, la fonction d'onde de la particule isolée ne s'est pas effondrée, et celle-ci reste superposée entre deux états. Et le mécanisme s'est à la fois déclenché tout en étant toujours inactif. Le marteau est à la fois tombé et est encore accroché, et le poison est à la fois libéré et dans sa fiole, et le chat vivant et mort en même temps. Ce n'est pas qu'on ne sait pas, il est littéralement vivant et mort en même temps. Ce que Schrödinger voulait montrer avec son expérience de pensée, c'est que si vous acceptez qu'une particule peut avoir deux états, alors par la force des choses, il faut accepter qu'un être vivant, comme un chat, peut également être dans deux états. Ce qui, avouons-le, est passablement troublant. Une façon de résoudre ce paradoxe est d'imaginer que les deux possibilités se sont réalisées, chacune de leur côté, dans des univers différents. Dans l'un de ces univers, la boîte a été ouverte et le chat trouvé vivant, et dans l'autre, on l'a trouvé mort. Les deux destinées possibles existent réellement, mais dans deux réalités différentes. Cette interprétation, dite des mondes multiples, que l'on doit au physicien Hugh Everett, qui à une lettre près était un Everest, propose qu'à chaque fois qu'un événement quantique possède plusieurs issues, toutes les possibilités se réalisent, et l'univers se divise en autant de variantes. Comme si le monde était un roman à embranchement infini, et que sa lecture décidait quels chapitres deviennent réels dans l'univers dont nous faisons l'expérience. Et le hasard apparent que l'on observe dans le monde quantique n'est que le reflet de notre position dans un multivers arborescent. Selon cette interprétation désarçonnante, les fonctions d'onde ne s'effondrent jamais vraiment. Elles divisent l'univers en autant de branches qu'elles comportent de possibilités, et dans lesquelles les autres scénarios que ceux dont nous faisons l'expérience ont lieu. Toutes les alternatives possibles à celles qui existent ici sont bien réalisées, mais dans des univers distincts, des branches différentes de ce multivers débridé, qui sont toutes aussi réelles que le nôtre, mais inaccessibles. Si cette hypothèse vertigineuse vous met un peu mal à l'aise, vous pouvez vous rassurer en vous rappelant que si cette interprétation est juste, alors il existe une version de vous qui ne s'est jamais plongée dans cette vidéo, ou s'est déconnectée avant ce moment, et qui dormira ce soir d'un œil supplémentaire. Laissons maintenant les multivers de côté et tentons de sauvegarder notre sommeil en nous plongeant dans l'interprétation de Broglie-Bohm, qui est bien plus facile à digérer dans la mesure où elle ne suppose pas l'existence d'autres univers que le nôtre.
Pour simplifier à gros traits, selon cette interprétation, il existerait des variables cachées et actuellement inaccessibles à nos outils de mesure, qui décideraient de tout ce que l'on observe. Ici, les particules existent vraiment et possèdent bien des trajectoires claires et précises qui leur sont imposées par une onde pilote invisible, qui guiderait leurs mouvements et relierait instantanément, et quelle que soit la distance qui les sépare, tous les éléments de l'univers entre eux. Et si la trajectoire des particules que l'on observe nous paraît chaotique, c'est qu'elle nous apparaît telle des surfeurs que l'on verrait progresser, sans voir les vagues qui les soutiennent et leur permettent d'avancer, et qui, elles, ont un comportement bien prévisible. En gros, l'idée, c'est qu'il existe un niveau de réalité discret et encore plus profond qui nous est pour l'instant mystérieux. Dans l'interprétation de Broglie-Bohm, la superposition d'états n'est qu'un manque de connaissance, et le chat est soit vivant, soit mort, mais on ne le sait pas encore. Enfin, il y a l'interprétation relationnelle, qui nous dit que le réel n'est pas une chose ou un endroit, mais un processus, une relation. Selon celle-ci, la matière, les particules, ne peuvent pas exister de façon indépendante. Elles n'apparaissent que dans l'interaction. Il n'y a pas de réalité absolue, seulement des existences par rapport aux autres. Il est impossible de savoir si un jour nous serons en mesure de trancher entre toutes ces interprétations possibles sur la nature de la réalité. Mais une chose est certaine, nous vivons dans un monde où chaque atome qui nous entoure et nous constitue obéit aux règles d'un jeu dont personne ne comprend véritablement le scénario, ce qui n'empêche pas le spectacle de continuer. Nous voilà arrivés au sommet, et le vertige se fait sentir de tous les côtés. Quelle que soit l'interprétation que vous préférez, vous faites face à un paysage sublime et flou, créé par une réalité frappadingue qui a dépassé notre imagination, en lui prenant un tour d'avance. Et c'est là que le véritable émerveillement commence. Celui de constater que l'univers est peut-être à ses fondations, si radicalement étrange qu'il en restera à jamais inaccessible pour nos modestes cerveaux, qui ont évolué pour être efficaces dans l'art de ne pas mourir et de se reproduire, et non pour saisir les subtilités d'une matière dont le comportement défie l'entendement, et que le physicien Arthur Eddington a magnifiquement résumé dans cette citation. On ne peut tisser de conceptions familières autour de l'électron, quelque chose d'inconnu fait dont on ne sait quoi. Cette théorie ne paraît pas particulièrement éclairante. J'ai lu quelque chose de ce genre ailleurs. Les Sliktuetov sur la Loindre Girée et Vriblé. Mathématiquement robuste, expérimentalement inattaquable et philosophiquement insaisissable, la mécanique quantique nous rappelle que l'univers n'est pas là pour être intelligible. Le fait de découvrir de l'extraordinairement bizarre peut être vécu comme un cauchemar pour les esprits cartésiens. Mais c'est aussi magnifique d'imaginer que la matière n'est pas une chose figée et que parfois, le réel est trop compliqué à se représenter. En ce sens, accepter de renoncer à une image claire du monde n'est pas un aveu d'ignorance, mais une reconnaissance du fait que la structure même du réel est peut-être en puissance, inaccessible à nos sens. Pour continuer à prendre de la hauteur et apprécier ces paysages à leur juste valeur, il faudrait savoir parler le langage de leurs habitants, les mathématiques, dont l'abstraction est peut-être le seul moyen pour accéder à ces phénomènes, aussi éloignés de nos sens communs. Mais n'ayant à disposition comme arme que des mots, qui se sont depuis longtemps fracassés sur l'immense étrangeté de ces petites choses auxquelles nous avons osé nous attaquer ensemble, je vais m'arrêter à ce niveau et simplement contempler le paysage en votre compagnie.